Au sud de la frontière américaine, les agents de la DEA se livrent à un jeu du chat et de la souris excessivement dangereux. Dans toute l'Amérique centrale, ces flics d'élite combattent les cartels. On n'a jamais vu ce genre de bateau. Jamais. Ils tentent d'empêcher le flot de cocaïne d'inonder le marché nord-américain. Il y en a une sacrée quantité. Il en sort de partout. Face à eux, un ennemi ingénieux et brutal. Il a avalé 100 boulettes, l'équivalent d'1 kilo. Des milliards de dollars sont en jeu. La vache. Ça fait un paquet de blé. Allez-y, nettoyez le secteur. Bon sang! Découvrez les coulisses d'une guerre dont tout le monde a entendu parler, Le voilà. mais dont peu connaissent la réalité. Vous ne nous dites pas la vérité. C'est lui avec le bébé. Nom de Dieu. Oh, bon sang. Un narco sous-marin entièrement submersible. C'est la dernière arme secrète du cartel de la drogue. C'est nouveau. On n'a jamais vu ce genre de bateau. Jamais. Lorsque la DEA intercepte le premier, elle sait que la donne vient de changer. Il s'agit de navires capables de plonger pour éviter d'être repérés. Ça place la barre nettement plus haut. C'est une toute nouvelle menace. Aujourd'hui, les sous-marins ont disparu. La DEA et les autorités colombiennes ont vu leur prise passer de près d'une par mois à seulement 2 ces 2 dernières années. Les narcos sous-marins sont-ils toujours employés? Ça reste à voir. Les interceptions se sont interrompues. On sait qu'ils sont là. On sait que les cartels peuvent les construire, mais il est rare qu'on les repère. Où sont donc passés les narcos sous-marins? Les cartels ont-ils abandonné les semi-submersibles qui naviguaient juste sous la surface pour des flottes de bâtiments entièrement submersibles? Pour le savoir, une équipe de fins limiers de la DEA se met en chasse. Les agents spéciaux Tony, Sam et Jay, sous la direction de leur chef, Ivan. Ces hommes sont en première ligne de la guerre antidrogue. Pour des raisons de sécurité, nous ne révélerons pas leur vrai nom. C'est un boulot dangereux. On n'est pas un groupe d'individus, on est une équipe d'agents engagés dans la même mission. Soudain, après des mois de silence, un narco sous-marin a été repéré. Les informateurs de la DEA pensent qu'il est sur le point d'appareiller. Carthagène, en Colombie, la base opérationnelle des chasseurs de la DEA. C'est l'épicentre du genre d'activité que nous menons à l'étranger. On cible les plus gros trafiquants, les plus dangereux. Carthagène est idéalement située entre la mer des Caraïbes et la côte Pacifique. Le but était de concentrer tout le renseignement maritime au même endroit. C'est un bon tremplin pour travailler à la fois le secteur Pacifique et la côte nord des Caraïbes colombiennes. De là, l'équipe est à un jet de pierre des 2 corridors maritimes que le sous-marin peut emprunter pour gagner les côtes nord-américaines. Mais elle doit l'intercepter avant qu'il ne prenne la mer. Sinon, autant en faire son deuil. L'agent spécial Sam dirige l'enquête. Je viens te mettre au courant de nos progrès dans l'affaire du sous-marin. La police a interrogé ses sources. Il s'agit d'un submersible d'une quinzaine de mètres de long sur 4 de large, avec une cargaison de 5 à 7 tonnes de cocaïne. Le sous-marin est construit dans l'une des mangroves les plus reculées de la planète. Dans ces zones, ils utilisent la végétation pour recouvrir et dissimuler leur travail.
C'est très difficile d'accès et c'est très difficile à voir d'avion ou par imagerie satellite. On risque gros. La sécurité est primordiale. Ces chantiers navals clandestins sont lourds de... On ne sait pas combien ils sont. FARC est l'acronyme de Forces armées révolutionnaires de Colombie. C'est un groupe terroriste qui vise à renverser le gouvernement. C'est une organisation criminelle de narcotrafic. Elle est directement impliquée dans la fabrication et le transport de quantités considérables de cocaïne. Le chantier est dissimulé au cœur d'une mangrove contrôlée par les FARC sur la côte pacifique sud-ouest. Les trafiquants ne renonceront pas facilement à un sous-marin chargé de 250 millions de dollars de cocaïne. Ils ont toutes les raisons de ne pas vouloir perdre cet argent. Il faut y aller avec beaucoup d'hommes et beaucoup de munitions. La plupart du temps, nos troupes sont accueillies par des fusillades. Le lendemain, Tony et Sam quittent Carthagène pour Cali, le plus grand centre du narcotrafic colombien. Cali est une ville extrêmement dangereuse, très violente. Les trafiquants les plus célèbres vivent ici. Le danger est omniprésent, on ne l'oublie jamais. Ils sont venus rencontrer un homme qui prétend travailler au chantier clandestin des FARC. Ils veulent gagner sa confiance et le convaincre de retourner là-bas pour leur rapporter les coordonnées GPS du site. 9 fois sur 10, ils ont accès à des endroits où on pénètre rarement. Ils sont chez eux et ils savent comment opèrent les trafiquants. Ce genre de rendez-vous peut vite mal tourner. Il y a 2 semaines, l'un de leurs collègues a été assassiné lors d'une mission similaire à Medellín. Un de nos homologues a été tué récemment. Ça nous rappelle qu'on n'a pas droit à l'autosatisfaction. On doit rester en alerte. Ouais, on arrive. Vous nous verrez dans la rue. C'est tout aussi dangereux pour l'informateur. Si des membres du cartel le voient parler avec la DEA, sa famille et lui seront éliminés. Si son identité était rendue publique, il n'y a pas le moindre doute qu'il serait tué. L'hôtel est situé dans un quartier tranquille. L'homme est sûr qu'ils y seront en sécurité. Mais l'assassin qui a tué leur collègue se faisait passer pour un informateur. Sam et Tony redoublent de précautions. Notre hôtel est dans un quartier que cet homme fréquente tous les jours. Ça ne sort pas de l'ordinaire pour lui. C'est là qu'il sera le plus à l'aise. La rencontre a lieu dans la rue. Ainsi, ils sont sûrs qu'il sera seul. La question est de savoir s'il viendra. 10 minutes plus tard, il arrive enfin. Le voilà. Je le vois, il marche sur le trottoir. Vous êtes où? Je vous attends. Il arrive, il nous a vus. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Comment ça va? Bien. Tant mieux, mon frère. Les agents marchent sur des œufs. Il est essentiel de créer un climat de confiance. Et en Colombie, la confiance est une denrée rare. Tout le monde tuyaute tout le monde dans l'univers du narcotrafic. Surtout avec des informateurs de ce calibre. Il risque sa vie. C'est pas dangereux dans le coin? Non, c'est bon, il y a pas mal de monde. Cet homme est bien intégré dans son groupe. C'est un atout pour nous. On a beaucoup d'informateurs qui nous fournissent des renseignements importants. Asseyez-vous. Il nous a contactés parce que des amis lui avaient dit qu'on paye bien. Il veut gagner de l'argent et nous, on veut tenter le coup. Après quelques minutes de conversation, il est évident qu'il connaît non pas un site de sous-marin, mais bien 2. Alors qu'est-ce que les FARC possèdent? Les 2 sous-marins? Et ils cherchent des gens pour charger le produit à bord. Oui. Il y a un labo à côté? Oui. Fait exceptionnel,
les chantiers clandestins disposent de leur propre laboratoire caché dans la jungle. À ce stade, on n'attend plus que les coordonnées et les emplacements exacts. Ils sont combien? 15 personnes. Ils sont armés? Juste des pistolets. Un jour, ils avaient 2 fusils quand je suis arrivé. Quand un informateur dit qu'un site de sous-marin est peu gardé, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi. Tous nos renseignements indiquent le contraire. Bien ou mal défendu, pour la DEA, le gain potentiel serait énorme. On a besoin de types comme lui pour travailler en Colombie. Il peut nous donner les emplacements précis. Il sait dans combien de temps ils seront lancés. Il connaît leur destination. C'est de la dynamite. C'est un vrai sous-marin ou un semi-submersible? Il est plus grand qu'un semi-submersible. Un vaisseau de cette taille pourrait être capable de plonger en profondeur. Si la DEA réussit, ce sera sa première prise de sous-marin entièrement submersible depuis plus d'1 an. Et cela prouvera que la menace est plus pressante que jamais. Quelle est sa capacité? 4 tonnes plus l'équipage. On l'a interrogé sur 3 sites où ont lieu les phases de construction. On a obtenu le plus d'informations possible. On lui a fait dessiner une carte. Il y a une grande plage. C'est juste à côté. Donc il est sur la plage? Oui. Il nous a indiqué 3 emplacements sur la carte, tous sur la côte pacifique. Mais une carte tracée à la main ne suffira pas. Les sous-marins sont dissimulés dans des mangroves pratiquement impénétrables. Pour les trouver, ils doivent demander à l'homme de retourner sur place et de leur rapporter les positions exactes. Il est certain de pouvoir y aller et de localiser les vaisseaux. Je pense qu'il y est déjà allé et qu'il peut entrer et sortir sans problème. Il ne reste plus qu'à parler argent. Si je refuse, vous ne me paierez pas? Exactement. $2 millions, ce serait assez? Oui, mais j'ai des frères. Il conclut à 3 millions de pesos. Plus de 2 fois le salaire mensuel moyen en Colombie. La moitié immédiatement, l'autre quand il aura terminé le travail. Cet homme va pénétrer au cœur du territoire FARC et risquer sa vie et celle de sa famille pour environ $1 500. On en est au point où on ne peut plus dépenser sans compter. Il faut que ça marche. C'est la première étape. Il y en a 7 autres avant de savourer la récompense. C'est comme le réveillon. Il faut tout préparer avant de pouvoir manger. Et pour l'instant, on fait nos courses. À bientôt. Soyez prudents. Il faudra au moins 1 semaine à l'informateur pour revenir des sites clandestins. On reste en contact. Bonne chance. Tony et Sam n'ont plus qu'une chose à faire, attendre. À 480 km de Cali et des chasseurs de sous-marins, une autre équipe de la DEA prépare une mission différente contre les FARC. Les agents spéciaux Ed et Carlos ne traquent pas un narco sous-marin. Ils vont investir l'un des laboratoires de cocaïne qui approvisionne les embarcations. Les informations dont nous disposons proviennent de laboratoires de transformation de pâte de coca contrôlés par les FARC. Ed et Carlos appartiennent à la brigade de la jungle de la DEA. Le capitaine Jorge Gomez, leur officier opérationnel colombien, commande le bataillon qui les accompagne. Dès qu'on part en opération, on collabore avec des types comme le capitaine Gomez, car ils sont avec nous sur le terrain. Cette descente devrait les mettre sur la piste d'un commandant des FARC qui dirige le narcotrafic et protège les sous-marins dans la région. Le labo appartient à une cible qui se fait appeler Moroso. Tout ce qu'on trouvera, téléphone portable ou autre, peut nous faire remonter jusqu'à lui. On l'a dans le collimateur depuis un moment. Ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en opération. C'est bon de sortir du bureau et d'aller sur le terrain.
La mission est lancée le lendemain matin, juste avant l'aube. Ils seront déposés dans un secteur où leur équipe a essuyé un feu nourri il y a 2 jours à peine. 2 hélicos de reconnaissance ont été abattus et 3 salement touchés. L'un d'eux a pris 15 balles. Ça préoccupe le colonel. Au bout d'1 heure, ils repèrent un site d'atterrissage à plusieurs heures de marche de leur objectif. Quand les hélicoptères auront décollé, le petit groupe de 30 hommes sera entièrement livré à lui-même, en plein cœur du territoire des FARC. Dès que les hélicos sont partis et qu'on n'entend plus les rotors, on sait que les jeux sont faits. Et on a intérêt à ce que tout se passe bien. L'opération elle-même doit durer 2 heures. Mais il faut d'abord trouver le labo. Et l'hélicoptère a dû alerter tous les membres des FARC à des kilomètres à la ronde. Il faut rester sur ses gardes. Le calme règne, mais une attaque surprise des FARC pourrait briser le silence d'un instant à l'autre. On ne peut rien faire quand l'ennemi décide de frapper. C'est pile ou face. Pour le moment, la jungle semble paisible. Au bout de 5 heures, les hommes n'ont toujours pas rencontré de combattants FARC, ni le labo qu'ils cherchent. Ils sont complètement perdus. On ne s'attendait pas à ce que ça nous prenne aussi longtemps. C'était pas le plan. C'est moi ou j'ai vu un groupe partir de ce côté? Je crois que j'ai vu partir un groupe. À moins qu'ils soient revenus sur leurs pas. Plus on reste longtemps, plus on risque de ne pas en sortir vivant. On est encore assez loin. On a encore du chemin à faire. Mais on va y arriver. Passer la nuit en territoire FARC s'apparenterait à du suicide. C'est encore plus angoissant de se trouver par ici la nuit. La rivière pourrait indiquer qu'il se rapproche. Les labos de production de cocaïne ont besoin d'eau pour fonctionner. Une rivière de cette taille pourrait même servir de voie de navigation pour transporter la marchandise jusqu'aux sous-marins prêts à appareiller. On approche du labo. Faites attention où vous posez les pieds et à ce que vous touchez. Soyez prudents. 8 heures après avoir atterri, Ed, Carlos et le groupe du capitaine Gomez débouchent dans une clairière et découvrent leur objectif. Il faut qu'on sache à qui il appartenait, où allait l'argent et d'où il venait. Quand on détruit un labo censé approvisionner un sous-marin en cocaïne, c'est toujours ça de moins de drogue chargée à bord. Quelques minutes plus tard, ils repartent vers le terrain d'atterrissage à marche forcée. Car si l'incendie du labo n'a pas trahi leur position, ces civils pourraient le faire. La police a arrêté ce véhicule et interroge le conducteur. Ce sont probablement des sympathisants des FARC, puisqu'on est sur leur territoire. L'hélico les évacue enfin de ce secteur de tous les dangers. Mais un autre labo se cache dans l'épaisseur de la jungle. Quelques jours plus tard, alors que le capitaine Gomez et ses hommes sont à sa recherche, ils tombent sur une brigade des FARC. Bon sang! Ça va mal. La guérilla leur a tendu une embuscade mortelle. Les armes crépitent. Ils attaquent de tous les côtés. On se retire et on se regroupe. Ils essayent de repérer notre position exacte. Ça vient de la colline. Te lève pas, te lève pas. Plus loin,
l'avant-garde du détachement subit un véritable tir de barrage. On engage le combat. Vous êtes prêts? Le capitaine appelle un hélico pour évacuer ses blessés et l'équipe de tournage. Ils ont reçu des renforts, on est cernés. Le sergent Cortés et le caméraman se dirigent vers le site d'atterrissage. Capitaine, on y est. Mais lorsqu'ils tentent d'atterrir, l'hélico est repoussé par un feu nourri. Les forces amies ont subi de lourdes pertes. Les hélicoptères ne peuvent pas pénétrer dans le secteur. Alors la situation a dégénéré très vite. Ça a été un choc, on les connaissait tous. Par là. Ils ont été touchés par des grenades et des balles. Ça tirait de tous les côtés. Dans la confusion, ils se sont séparés. Ils sont là, je les vois bouger. Il y en a 4 autres. L'ennemi savait exactement ce qu'il faisait. J'en compte 10. À terre. Ils ne faisaient pas le poids, il y avait 150 FARC. Il y a un groupe de guérilleros là. Il y en a un autre là. Pour nous, c'est un boulot comme un autre. Qu'en pense votre famille? Ma famille, ça ne lui plaît pas. À terre. Les assaillants se rapprochent. Ça se corse. Bande de salopards. Dites au colonel qu'on n'est pas couvert. Ils vont nous dégommer. Ils nous prennent à revers. Ils sont dans les broussailles. Attaque ennemie, attaque ennemie. Le caméraman est touché au bras. Je suis blessé. Grenade, grenade! À côté de lui, le sergent Cortés a reçu une blessure mortelle. J'ai été bouleversé quand j'ai appris qu'il s'était fait tuer. Passe-moi son gilet pare-balles. Oui, celui-là. Baissez-vous! Je m'en vais. Si je reste avec vous, je suis une cible. Et les gars, je suis touché! L'homme a été fauché par une grenade. Le caméraman s'éloigne en rampant. Il est rapidement fait prisonnier par les guérilleros qui tiennent la colline. Les FARC donnaient des coups de pied dans les corps pour s'assurer qu'ils étaient bien morts. 2 semaines plus tard, Ed et Carlos assistent à une cérémonie en mémoire des disparus. Le capitaine Gomez a survécu. Il n'a pas revu Carlos depuis le guet-apens. T'as été touché par une grenade? Je tirais et certains d'entre eux étaient à 2 mètres de moi. Une balle a emporté mon doigt et elle a été détournée en touchant le fusil. Je trouve pas les mots. Au moins, tu t'en es sorti. Je suis reconnaissant d'être là. Merci beaucoup. On a perdu des camarades qui travaillaient avec nous. C'est très dur. On bosse ensemble et 2 jours plus tard, ils sont morts. Ça aurait pu être nous. On aurait pu participer à cette opération et être de ceux qui y sont restés. C'est drôle comment on en vient vite à les considérer comme des amis. Et c'est d'autant plus douloureux quand on apprend ce qui leur est arrivé quelques jours plus tard. 4 militaires colombiens ont perdu la vie dans la bataille. Les FARC déclarent en avoir tué 15. Le caméraman sera retenu pendant 1 mois, puis libéré. Alors qu'Ed et Carlos pleurent leur mort, à Cali, l'enquête des chasseurs de sous-marins trouve un nouveau souffle. L'informateur de Sam et Tony détiendrait à présent les informations qu'ils attendent pour agir.
Les deux agents se rendent à Tumaco, sur la côte sud-ouest. Ils doivent y reprendre contact avec l'homme qui est parti repérer un site de narcos sous-marins une semaine plus tôt. La situation géographique de Tumaco est idéale pour dissimuler des semi-submersibles. Ils doivent se faire très discrets. Ça plaisante pas ici, on est en première ligne. Les cartels sur lesquels on enquête sont infiltrés partout. Ils sont les yeux et les oreilles des organisations terroristes. C'est extrêmement dangereux. Le souvenir de cet attentat me donne des frissons chaque fois qu'on vient. Le souvenir de l'attaque contre un commissariat de police est encore frais. Le bâtiment a été soufflé par une moto piégée. Je crois qu'il y a eu 11 morts. C'est un exemple classique de la guerre de la drogue. On leur prend un de leurs vaisseaux, ils les répliquent en envoyant un message fort. Ils font sauter un commissariat et ils tuent non seulement des policiers, mais des civils. Pour compliquer les choses, leur informateur ne les rappelle pas. On a essayé de le joindre. Dans le pire des cas, et je ne veux pas y penser, il a été démasqué et fait prisonnier. Pendant que Sam attend l'appel de l'informateur, Tony continue à chercher le sous-marin avec un commando de garde-côte et un agent infiltré de la DEA. Ils veulent se faire une idée des mangroves de la région. Quand un informateur vient dans cette zone, il nous est presque impossible de l'accompagner pour le protéger ou d'assurer une surveillance. Il est seul. Si leur homme est encore en vie, il se déplace certainement dans le même environnement liquide. Un malheur est vite arrivé par ici. Il y a souvent des guetteurs qui surveillent les alentours. Les Colombiens qui les accompagnent ont beau être lourdement armés, il suffit d'une balle de petit calibre pour transpercer un canot en aluminium. Si les FARC attaquent, ils seront pris par surprise et à découvert. C'est comme être dans l'œil du cyclone. Tout est calme à l'intérieur, c'est beau, mais la tempête peut se déchaîner n'importe quand. Et là, c'est une autre histoire. L'autre camp n'est pas à l'abri du danger. Ces images d'un caméraman de l'armée colombienne montrent une opération spectaculaire. Le renseignement a appris qu'un speedboat des FARC va passer à cet endroit. Un commando l'attend. Quelques minutes plus tard, leur patience est récompensée. Le bateau apparaît avec 5 guerrilleros à bord. Les balles déchirent l'aluminium de la coque. Pour échapper au tir, un homme saute à l'eau. Il tente de se cacher derrière le bloc moteur, mais il n'y a pas d'échappatoire. En moins d'1 minute, tout est fini. L'armée ne fait pas de prisonniers. La guerre, c'est pas joli, vous savez. Il y a des morts, des blessés, des familles qui perdent l'un des leurs. Après avoir passé 1 heure sur l'eau, Tony retrouve Sam en ville pour faire le point sur leur informateur.
On attend l'appel qui nous dira s'il est en sécurité. Tout est suspendu au retour de ce type avec les renseignements dont on a besoin. Tu sais toujours pas s'il s'en est sorti? Pas encore. C'est un autre monde. Des gens se font tuer pour avoir parlé à un flic. C'est très dangereux pour eux. En Colombie, personne ne fait confiance à personne. Et encore moins dans les rangs des trafiquants de drogue. Cet homme connaît mieux la vie dans un narco sous-marin que n'importe quel informateur de la DEA. Il ne s'est pas contenté d'en voir, il en a piloté un. Nous l'appellerons El Capitan. On m'appelle El Capitan. Je navigue depuis 42 ans. Il se souvient de sa première collaboration avec le cartel. J'ai fait le premier voyage parce que l'argent était une grosse tentation. Quand on vous propose 700 000 $ l'aller-retour, c'est pas rien. Il faudrait 2 vies aux Colombiens moyens pour gagner cette somme. Et ce premier voyage n'a pas été le dernier. À partir de la deuxième traversée, je l'ai fait parce que j'étais obligé. Ils m'ont pas laissé partir. Un narco sous-marin classique est manœuvré par un équipage de 4 hommes qui cohabitent dans un espace très confiné. Il fait toujours très chaud, terriblement chaud. L'atmosphère est étouffante à cause des gaz d'échappement des moteurs et de l'odeur de la drogue. Il n'y a pas d'air frais. 3 membres d'équipage font fonctionner le navire. Le 4e est un tireur chargé de protéger le capital du cartel. Si l'un des 3 autres panique, le tireur peut l'éliminer. Les règles sont simples. Personne n'a le droit de toucher à la cargaison. Et si le sous-marin est sur le point d'être arraisonné, ils doivent le saborder pour faire disparaître les preuves. Ils le coulent pour que personne ne sache quelle technologie ils utilisent. Ils ne permettent pas qu'il tombe entre les mains des autorités, surtout des autorités nord-américaines. El Capitan se rappelle très bien son plus récent voyage. Ils sont partis sous le couvert de la nuit. On transportait 4,5 tonnes de cocaïne et on a navigué 12 jours. On est arrivé à un endroit, en pleine mer, où on devait livrer la marchandise. Le bateau qui devait nous attendre n'était pas là. Le 4e jour, un bâtiment des gardes-côtes US, le chasseur, a fait son apparition. Un hélicoptère a décollé. Il a mitraillé le sous-marin et l'a déchiqueté. Plusieurs paquets se sont échappés. Une dizaine. Alors ils n'ont saisi que 150 kilos sur les 4 tonnes. Capturé avec son équipage, il a passé près de 10 ans dans une prison américaine. Quant à l'énigme de la disparition des narcos sous-marins, El Capitan a un avis éclairé. Si je développe une technologie qui me permet de vous capturer, vous devez en développer une plus avancée qui vous évitera la capture. Ces gens ont les moyens financiers d'accéder à cette technologie. Aujourd'hui, il existe des sous-marins entièrement submersibles. Et un seul a été pris. C'est vraiment le jeu du chat et de la souris. À l'hôtel, Tony et Sam tournent en rond. Leur enquête est dans l'impasse. Pas d'informateur, pas de sous-marin. L'homme a disparu. On ne sait même pas s'il est encore en vie. Pour l'instant, l'affaire est classée. En l'état, on n'en sait pas assez pour faire avancer l'enquête. Après 4 mois de travail intensif, Tony arrête les frais et rentre au bercail. Cette investigation a été jalonnée de haut et de bas. Il faut apprendre à gérer les deux.
C'est le métier. Il y a beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas. On attend que la chance nous sourie, mais un jour on les aura. Aujourd'hui, c'est pas le jour. C'est très décevant. La frustration est grande. Il joue à cache-cache avec nous. La perte de ce sous-marin signifie que 6 tonnes de cocaïne vont partir vers les États-Unis. Mais alors qu'une piste se referme, une autre s'ouvre. À Carthagène, Jay, un autre agent, a découvert un nouveau submersible dont la conception leur est totalement inconnue. C'est là, dans la région de Nariño. Il y a un sous-marin terminé, prêt à appareiller dans un jour ou deux. L'équipe va se rendre sur place. La région est contrôlée par les FARC. Ok, parfait. L'opération de chasse aux sous-marins est lancée. L'informateur de Jay est déjà sur site. Ils doivent agir vite. Le problème, c'est que les flics osent rarement s'aventurer dans cette région. On s'attend à ce que ça bouge d'ici demain. Mais on est un peu en terrain inconnu, non? Le secteur où ils sont est un no man's land. Si on ne connaît pas l'emplacement exact de ce qu'on cherche, il est presque impossible de le trouver. Je me suis fait à l'idée qu'on a plus de chances d'échouer que de réussir. Alors ne soyez pas déçus. Bon, alors on charge et on y va. Sam sera le partenaire de Jay sur cette opération. Le lendemain matin, les deux hommes rejoignent leurs homologues colombiens sur les quais. T'es prêt? Ouais. Il leur faudra naviguer 4 heures dans un territoire contrôlé en majorité par les FARC pour atteindre leur objectif. C'est sans doute la région la plus dangereuse de toute la Colombie. Les groupes terroristes y font la loi. Ils approchent du labyrinthe de la mangrove. Les trafiquants tirent parti des obstacles et des barrières naturelles. Il faut presque une journée pour pénétrer à l'intérieur. On a tenté de dissimuler l'entrée de ce bras d'eau avec des arbres morts. Il faut qu'on enlève ces troncs. Ils les ont abattus pour qu'ils tombent là. On a coupé à travers bois, mais ça nous a quand même pris longtemps pour trouver l'entrée. Parce que l'estuaire se divise en 2 autres estuaires, puis donne sur une rivière plus importante. C'est de loin le moment le plus dangereux de la mission. S'il tombe dans une embuscade ici, l'ennemi sera presque invisible. Quelques minutes plus tard, la jungle s'éclaircit. La proie insaisissable qu'ils poursuivent depuis près de 2 ans se trouve à quelques mètres. C'est un semi-submersible. Leurs espoirs sont déçus. Une fois dans l'eau, il serait impossible de le voir. Impossible. Tu vois la ligne de flottaison? Le fond est plus sombre. L'eau monte jusque-là, à plus d'1 mètre de haut. Il devait être en route pour le Mexique. C'est la preuve que les trafiquants ne sont pas encore passés au véritable sous-marin, mais sa conception est révolutionnaire. Il est très différent. Les lignes sont moins droites, il est plus profilé, ce qui lui permet d'être encore plus hydrodynamique et de déjouer les radars. Presque toutes les arêtes sont arrondies et il y a très peu d'angles droits. À l'instar des avions furtifs, c'est ce qui empêcherait les ondes radio d'être renvoyées vers l'émetteur.
On n'en voit pas tous les jours dans leur élément naturel. Nous sommes à l'intérieur. C'est une conception toute nouvelle, du jamais vu. Comme les 2 moteurs qui assurent une vitesse accrue, mais qui font régner une chaleur intolérable dans l'habitacle. Il fait très chaud, on suffoque. La température dépasse l'imagination. La partie avant du vaisseau peut contenir 8 à 9 tonnes de cocaïne. Entre. C'est la charge utile. On est un peu à l'étroit. Des couvertures, de la nourriture, des bottes. Aucun doute, un membre d'équipage était là. Il suit peut-être tous leurs mouvements tapis dans la jungle. Il est clair que quelqu'un habitait sur place pour garder le bateau. Le sous-marin est une mine d'informations pour la DEA. Il y a plein d'éléments utiles pour l'enquête. Ces 2 moteurs diesel géants, par exemple, c'est inhabituel. On prend les numéros de série. Ils sont construits sur mesure. On va peut-être pouvoir retracer leur provenance. C'est l'aboutissement de nos efforts. Je suis content de vous parler de l'intérieur de ce bateau, plutôt que ce soit l'un de ceux qu'on a ratés. La question de savoir si les cartels utilisent encore des semi-submersibles est résolue. Pour l'instant. Mais celui-ci est-il l'un des derniers du genre? D'autres sous-marins entièrement submersibles, ceux-là, échappent-ils à la détection? Il n'y a aucun moyen de le savoir. La construction de narco-sous-marins en est encore à ses balbutiements. Tant qu'ils gagneront autant d'argent, ils innoveront. Pour l'heure, les hommes de la DEA ne peuvent que se réjouir de leur victoire. Ils ont empêché plusieurs tonnes de cocaïne d'entrer sur le marché américain. Il y aura toujours des sous-marins et on finira toujours par les trouver. Et il y aura toujours de la cocaïne parce qu'il y a toujours des consommateurs. Ils sont poussés par l'appât du gain. Ils ne se reposent jamais, ni pendant les vacances, ni le week-end, ni la nuit. Alors nous non plus.